Merci déjà à vous d'être là. Merci aussi aux organisateurs de la DevFest pour l'événement qu'ils organisent. Donc aujourd'hui, on va parler de Big Data, mais surtout aujourd'hui, on va parler de Big Data et de physique. Donc ici, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de comprendre en fait si, avec la physique, on peut améliorer l'efficacité d'un projet Big Data. Par la physique, ici j'entends les lois fondamentales de la physique et aussi les mécanismes qu'utilisent les physiciens pour étudier la nature. Déjà, je n'ai pas fait le suspense, la réponse est oui. En utilisant la physique, on peut réussir à mieux comprendre le Big Data ou bien à résoudre certaines problématiques du Big Data. Et cela en s'appuyant sur 5 éléments. Dans la présentation, je vais vous présenter 5 éléments sur lesquels on peut s'appuyer. La notion de référentiel, la notion de masse volumique d'un corps, le tableau de classification périodique des éléments, le modèle en couche de l'atome et la notion d'énergie physique. Donc, qui je suis? Je suis Bill, donc je suis ingénieur en recherche et développement chez Bull à Grenoble, donc je viens d'assez loin. Et moi, sur quoi je travaille? Je travaille sur la convergence entre le Big Data et le HPC, c'est-à-dire le Big Data et le monde des supercalculateurs. Et pourquoi je parle de physique aujourd'hui? Et par exemple, je ne parle pas de maths ou d'une autre matière, parce que la physique était, en tout cas la matière que je préférais au lycée. Donc, je comptais faire une carrière plus tard en fait dans la physique, peut-être en tant qu'ingénieur en mécanique, mais finalement ça ne s'est pas fait comme ça parce que l'informatique, l'algorithmique m'a vraiment passionné et du coup j'en ai fait mon métier. Alors c'est quoi la physique? La physique c'est effectivement des formules, un ensemble de formules qu'on nous a apprises, qu'on a retenues par cœur. Mais est-ce que c'est juste ça? Évidemment que non. La physique c'est pas juste un ensemble de formules, puisque étymologiquement parlant depuis des siècles, Aristote, déjà à l'époque de la Grèce antique, il y a le terme de physique, et physique signifie en fait connaissance de la nature. Donc la physique, c'est la science qui étudie la nature, c'est la science qui nous permet de comprendre comment les choses fonctionnent. Donc, je vais prendre un exemple. Quel est le rapport entre un verre d'eau posé sur une table et le fonctionnement en fait de la fusée? Donc, le verre d'eau, il est posé sur une table. Évidemment, pourquoi le verre d'eau reste sur la table lorsqu'on le pose? Pourquoi il ne bouge pas? Effectivement, là, intuitivement, on se dit qu'il y a une notion d'équilibre. Le verre, il reste sur la table parce qu'il y a une notion d'équilibre. Mais justement, Isaac Newton a montré que le principe qui sous-tend en fait le fait qu'il reste en équilibre, c'est le principe de l'action et de la réaction. Le verre exerce une force sur la table exerce une force sur le verre qui s'annule. Et c'est pour ça que le verre est en équilibre. Et du coup, quand on voit la fusée, justement, comment la fusée fait pour se propulser en utilisant le principe de l'action et de la réaction. La fusée éjecte des gaz dans le sens inverse de son mouvement et du coup, il y a une réaction qui propulse la fusée. Donc voilà. Évidemment, la physique ne permet pas de tout expliquer. La physique n'explique certainement pas les relations entre les êtres humains, dont le sentiment le plus beau que je trouve, c'est l'être humain, qui est l'amour. Ça, c'est pas de la physique, c'est au-delà de la physique. On dira que c'est de la métaphysique. Alors, c'est quoi le Big Data? Moi, je vais simplifier. Je vais dire qu'en fait, le Big Data, c'est, pour donner un cadre, au départ, on avait des entreprises qui, pour répondre à un certain nombre de leurs problématiques, utilisaient leurs données d'entreprise, c'est-à-dire des bases de données traditionnelles, etc. Et puis, avec l'avènement du web, des réseaux sociaux, des blogs, etc., les entreprises se sont dit, pour répondre à un certain nombre de nos problématiques, on va maintenant utiliser nos données d'entreprise internes, mais aussi des données externes. Et cela entraîne bien évidemment un certain nombre de challenges, comme par exemple la gouvernance des données. Lorsque je récupère des données de plusieurs endroits, de Facebook, de Twitter, comment est-ce que je fais, comment est-ce que je dis qui a accès à quoi parmi mes utilisateurs du data lake? Il y a aussi une notion de data lineage. Le data lineage, c'est est-ce que pour une data donnée, je suis capable de retracer le cycle de transformation que celle-ci a subi? Puisque dans le data lake, on a plusieurs données. Une donnée D1, D2 qu'on associe, ça forme une donnée D3, qu'on va associer avec une autre donnée, ça fait une donnée D5, qu'on va associer avec une autre donnée. Il faut qu'à la donnée D23, je sois capable de me dire, cette donnée D23 provient de la donnée D1, D2 qui ont été transformées, qui ont formé tel type de données. Non. La première chose donc, que fait le physicien en fait, lorsqu'il veut étudier un système, ça doit faire appel à quelques notions que vous avez vues, que nous avons vues au lycée, c'est la définition d'un système d'études. Et le système d'études en physique, c'est quoi? C'est l'ensemble formé de l'objet qu'on étudie, de son environnement, c'est-à-dire tout ce qui est externe à ce système, des variables d'état qui permettent de décrire le système et des référentiels. Je vais prendre un exemple. Tout à l'heure, je parlais du verre d'eau posé sur la table. Si je vais étudier comment est-ce que le verre d'eau fait pour être en équilibre sur la table, l'objet de mon étude sera le verre d'eau.
l'environnement sera la table et pas, par exemple, moi, même si je suis à côté du verre d'eau. Une variable d'environnement, ça peut être le volume d'eau qui est dans le verre ou la masse ou la température de l'eau qui est à l'intérieur. Et le référentiel, la notion de référentiel spatial et temporel, nous permet de déterminer en fait la position de n'importe quel objet dans le système et l'évolution des objets au cours du temps. C'est via le référentiel temporel qu'on le détermine. Non. Avant de faire donc, parce que ce que je vais essayer de faire en fait, c'est de voir comment est-ce qu'on peut étudier le big data justement comme un système d'études en physique, un système d'études physiques. On va d'abord voir un projet, un workflow typique du big data. Donc, comme je l'ai dit précédemment, on a des données internes qu'on essaie d'enrichir avec des données externes. Et qui fait cet enrichissement? C'est des data ingénieurs, des data scientists. Et donc, dans notre système big data, les objets qui sont en présence, c'est les données externes et internes, les données d'entreprise et les données externes, mais c'est aussi les acteurs, c'est-à-dire les individus qui manipulent ces données. Désolé. Du coup, l'étude du big data comme un système physique, on peut donc prendre comme objet de notre étude la donnée interne, c'est-à-dire la donnée d'entreprise. Si on prend la donnée interne, c'est-à-dire la donnée d'entreprise comme objet d'étude, ça veut dire que notre environnement sera tout ce qui est externe à cette donnée interne, donnée d'entreprise, c'est-à-dire les données externes, et les acteurs, c'est-à-dire les data scientists, les data ingénieurs, les data analystes. Voilà. Le référentiel, si on veut faire comme en physique, il faudrait qu'on définisse en fait un référentiel temporel et spatial. C'est ça dont je parlerai dans le prochain slide. Et un ensemble de variables d'état qui nous permettent de suivre l'évolution de nos données et des différents acteurs dans ce système. Les variables d'état que j'ai choisies ici sont la masse, le volume et l'énergie. Mais je reviendrai là-dessus. Désolé. Le référentiel temporel. Pourquoi c'est important d'avoir un référentiel temporel? Parce que si vous êtes capable de dire que ma présentation a commencé, ça fait 8 minutes que je fais cette présentation, c'est parce que j'ai défini un point T0 en fait pour le début de ma présentation. C'est pour ça que je suis capable de déterminer le temps que j'ai mis à présenter. Quelle est la répercussion de ça dans un projet Big Data? Ça veut dire que pour un projet Big Data, il faut être capable de déterminer quel est l'instant T0, quel sera l'instant T0 de notre projet, en quoi c'est pertinent. Voilà. Imaginons que Airbus lance un nouvel avion, c'est-à-dire l'A400. L'A400, je pense que ça n'existe pas. Ouais. Ça doit être le plus gros avion qui n'est jamais construit. Et vu que c'est le plus gros avion qui n'est jamais construit, il aura le plus de place qu'il n'y ait jamais eu dans un avion. Et Airbus et Air France, du coup, fait l'acquisition de cet avion et se pose une question. Est-ce que je dois servir la même quantité de nourriture dans l'A400 que je servais dans l'A320 et dans l'A380 parce que peut-être ça va me coûter beaucoup plus cher? Ils veulent être capables de déterminer avec beaucoup plus de précision la quantité de nourriture qu'il faut mettre à disposition de leurs clients. Donc pour ça, précédemment, si on n'est pas dans une ère du big data, ils peuvent s'appuyer sur leurs données d'entreprise, c'est-à-dire par exemple le nombre de plateaux repas qui ont été servis. Et si on entre maintenant dans un système big data, ils vont se dire oui, on va s'appuyer sur ces données d'entreprise, mais on va aussi s'appuyer sur des données externes. Donc par exemple, on va aller regarder sur Twitter les tweets qui contiennent la 400, la nourriture, je ne sais pas. Voilà. Donc si un ingénieur, donc tous les acteurs qui travaillent dans les data lakes, un d'entre eux décide de récupérer des données sur Twitter et il récupère ces données après la date de récupération de ces données, c'est après la date du premier vol qu'a fait la 400. On peut considérer que c'est des données pertinentes. Mais si un autre, par exemple, récupère des données, par exemple Uber Eats ou OpenSource ces données, et que c'est des données, par exemple, ça fait 2 ans en fait, ces données ont été réalisées par Uber Eats, mais ça fait 2 ans que ces données référencent en fait des données d'il y a 2 ans. Ce sont des données pas pertinentes pour le projet. Et en quoi c'est important en fait que cet instant T0 en fait du projet soit partagé par tout le monde, parce que dans un data lake, il peut y avoir beaucoup de sources de données qui sont ingérées. Et au bout d'un moment, lorsqu'on a trop de sources de données, une centaine, 200, plusieurs, on n'arrive plus à se retrouver. Donc il faut
rester avec les données les plus pertinentes possibles. C'est pour ça que cet instant T0 doit être partagé par tout le monde. Pour récupérer les données pertinentes déjà du point de vue temporel pour un projet, même si ces données peuvent être intéressantes. Maintenant, oui, le référentiel spatial. Donc là, c'est le point qui nous permet de déterminer la position de n'importe quel objet dans notre système. Bon, en général, c'est un repère avec une origine et 3 axes en général. Et dans le big data, on peut se dire en fait qu'il faut qu'on soit capable de déterminer à tout moment, quelles que soient les données qu'on a dans notre data lake, des raw data ou des données transformées, il faut qu'on soit capable de déterminer quelle est la source de cette donnée. Donc, comment on fait ça? Il faut que dans le data lake, en fait, il y a ce qu'on appelle un metadata central repository. Ça veut dire que dans toutes les données présentes dans le data lake, doivent avoir des métadonnées stockées dans un endroit central auquel tout le monde a accès. Et les métadonnées de toutes ces données stockées dans le data lake peuvent être de 3 types, si je veux faire le parallèle. La source, donc ces données qui viennent de Twitter, on va dire, cette donnée, une métadonnée, c'est qu'elle provient de Twitter, Facebook, elle vient de Facebook. Les semantic tags, parce que si on a 2 données qui viennent de la même source, Twitter et Twitter, il faut qu'on puisse déterminer, c'est des données de Twitter, mais qui se référenciaient tel projet. Et aussi une description des champs. Parce que d'un projet à un autre, un champ spécifique, par exemple un tweet, peut être vu différemment. Donc il est nécessaire en fait que la personne qui a fait la transformation note quelque part le fait que pour lui, dans ce projet spécifique, pour ce cas déjà spécifique, le nombre de tweets, de retweets par exemple, signifiait ça pour moi. Voilà. Les variables d'état. Donc là, j'ai dit qu'il y aurait la masse, le volume et l'énergie. Mais là, je vais parler que de la masse et du volume. La masse en physique, c'est quoi? La masse, c'est la quantité de matière qui constitue un objet. Et donc, il y a une loi fondamentale en physique qui dit que la quantité de matière la conservation de la quantité de matière. Et justement, il y a un truc très connu qui dit que dans la nature, rien ne se perd, rien ne se crée, rien ne se perd, rien ne se transforme, la formule de Lavoisier. Et du coup, ça veut dire que nous, dans le big data, on peut considérer en fait que la masse de nos données, ça pourrait être la taille en octets de la donnée. Parce que si vous avez un fichier de 4 kilooctets, vous copiez ce fichier, il fait toujours 4 kilooctets, vous déplacez ce fichier, il fait toujours 4 kilooctets, vous le divisez en plusieurs fichiers d'un kilooctet, si vous les regroupez ensemble, ça fait toujours 4 kilooctets. Donc, ça reste égal, peu importe où se trouve la data. Il y a aussi le volume. Le volume en physique, c'est quoi? Le volume, c'est l'espace occupé par la masse. Et donc, 1 litre d'eau occupe en réalité 1 décimètre cube de volume. Et le volume, dans notre cas, peut être vu en fait comme la taille en octets de notre data lake. Parce que notre data lake, en fait, ici, on va le voir comme un volume à l'intérieur duquel il y a notre donnée d'entreprise qui est une masse. Il y a des données externes qui ont aussi des masses, qui sont en fait la taille en octets de ces données. Il ne faut pas que la somme de la taille en octets de ces données dépasse celle du data lake. Donc c'est pour ça que c'est un volume. Ensuite, le volume peut être aussi considéré comme le contexte de l'entreprise. Pourquoi je dis ça? Parce que, imaginons qu'on sommes dans cette salle et on décide de remplir cette salle. Ce que vous allez faire pour remplir cette salle, c'est que vous allez aller dans d'autres salles, demander à d'autres personnes de venir s'installer dans la salle. Mais ceci n'est vrai en fait que parce que la salle dans laquelle on est, qui est un espace, donc un volume, est rempli d'air. Mais si par exemple dans cette salle-ci, on met maintenant du feu, rempli d'air, donc l'air est une propriété caractéristique de ce volume. Si par exemple là on met du feu et que je vous demande de remplir toujours cette salle, la même masse qui vous avait servi à remplir cette salle ne pourra plus remplir une salle en feu parce que la matière que vous allez mettre à l'intérieur sera consumée. Donc, dans un projet Big Data, il faut aussi que le contexte, que les règles en vigueur dans l'entreprise, tout ça soit partagé par les différents collaborateurs. Voilà. Tout à l'heure, en fait, quand j'ai parlé du Big Data comme un système physique, j'ai dit que, j'en ai pas parlé, mais j'ai passé. Le système physique, en fait, il a un type. Ce type peut être ouvert, fermé ou isolé. Donc, dans notre cas, le système est ouvert. Un système ouvert, c'est tout simplement un système où il y a échange de matière et échange d'énergie.
là, je vais me limiter uniquement à l'échange de matière, en considérant la donnée externe, les blogs, tout ça comme des masses, et ma donnée interne comme une masse, qui sont tous les deux des matières. Et donc, du coup, quand je dis que je vais enrichir ma donnée, en fait, c'est comme si j'échangeais, physiquement, c'est comme si j'échangeais de la matière entre ces deux types de données. Bon, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Dans un lac, des feuilles mortes qui tombent en fait dans un lac, celles-ci ne coulent pas à l'intérieur du lac. Pourquoi? Pour quelle raison? Est-ce que quelqu'un a une idée? Ou, bon. Bon, une intuition assez simple serait de se dire en fait que, bon, c'est pas une intuition simple, mais disons c'est un enfant, pour celui qui n'a pas fait peut-être de physique au lycée, en tout cas, ben, c'est une intuition simple, je pense, et rapide, auquel on peut se dire, c'est que finalement, la masse du lac est très supérieure à la masse des feuilles mortes. C'est pour ça que les feuilles mortes ne coulent pas sur l'eau. Mais en fait, cette assertion est fausse. Pourquoi? Parce que si je prends une pièce d'argent qui fait exactement la même masse que, je sais pas, 2-3 feuilles mortes, et que je la pose sur le même lac, elle coule. Donc, ce n'est pas une affaire de masse, en fait. Et pourquoi cela? Parce qu'en physique, la masse et le volume ne sont pas les propriétés caractéristiques d'un élément. Si je prends un objet, je le cache derrière moi, et je vous dis, j'ai 100 kg d'un objet, est-ce que vous pourrez me dire de quel objet il s'agit? Vous ne pouvez pas savoir que ça peut être 100 kg de pain, de beurre, peu importe, de plastique. Par contre, une des propriétés physiques d'un élément en physique, et cette fois-ci caractéristique, c'est la masse volumique. La masse par unité de volume de l'objet. Et en fait, les physiciens ont remarqué, en étudiant la nature, ils ont constaté que lorsqu'on mélange deux corps, si la feuille morte flotte sur l'eau, ce n'est pas parce qu'elle a une masse plus faible, mais c'est parce que sa masse volumique est inférieure à celle de l'eau. Et du coup, ils en ont conclu que lorsqu'on mélange deux éléments, donc par exemple l'eau et l'huile, l'élément qui a la masse volumique la plus élevée a tendance à recouvrir, ou en tout cas se propage beaucoup plus dans un volume que celui qui a la masse volumique la plus élevée. Et ils ont appelé ça la notion de densité. Donc du coup, plus un corps est dense, plus il a tendance à se propager, moins un corps est dense, moins il se propage dans un volume. Maintenant, comment peut-on l'interpréter? Alors, il va falloir faire des tournements pour comment peut-on l'interpréter? Je suis dans mon data lake et j'ai des données d'entreprise. Je vais récupérer les données qui sont sur Facebook. Donc, en faisant l'analogie, je vous ai dit qu'on pouvait considérer que mes données sur Facebook, c'est des masses, c'est une masse, et mes données sur l'entreprise, c'est une masse. Donc, ce qui sera important ici, ce n'est pas la taille de la donnée que je récupère. Ce n'est pas parce que j'ai récupéré 1 Tera, 2 Tera, 100 Tera, 400 Tera au cœur de données de Facebook que forcément ça va m'apporter quelque chose, puisque la masse, la taille en octets, ce n'est pas une grandeur, ce n'est pas une grandeur caractéristique en fait. Ce qu'il faut donc faire, c'est être capable de déterminer en fait pour nos data internes et nos data externes leur masse volumique. Et comment on peut faire ça? Donc, c'est-à-dire déterminer des propriétés caractéristiques pour les éléments qu'on a en interne ou en externe. Je vais vous prendre un exemple. Une des propriétés caractéristiques, ça c'est un exemple, mais je trouve que c'est à chaque entreprise d'essayer de déterminer elle-même les propriétés caractéristiques de ces données, des données externes qu'elle veut récupérer. Si, en prenant l'exemple de la densité, si j'ai ma donnée d'entreprise qui est une table, disons une table, une base de données, qui a 4 colonnes. Une colonne ID, donc normal, une colonne nom-prénom, une colonne prénom, et une colonne, par exemple, je ne sais pas, numéro de carte bancaire. Et maintenant, sur Facebook, en fait, je vais enrichir mes données. Donc, je m'en vais sur Facebook, je dis que je vais récupérer je vais récupérer tous les posts, en fait, de ceux qui parlent peut-être de l'A400, disons. Et quand je vais les récupérer, j'aurai leur nom et prénom. Ça c'est un exemple basique. J'aurai leur nom et prénom. Et je me dis que ce n'est pas ce nom et prénom que je vais enrichir mes données d'entreprise. Le problème, c'est que si le post, lui, il a, disons, le post Facebook n'a pas des milliers d'éléments, mais disons que le post a 1000 éléments, par exemple. Lorsque je vais faire la fusion des deux, en fait, un join simple d'une table SQL, ce sera un peu comme si la donnée de Facebook avait
recouverte ma donnée d'entreprise. Parce que du coup, si le nom et le prénom sont des champs qui sont utilisés pour faire la combinaison, un join, le seul élément qui va se retrouver avec les données de Facebook, ce sera juste le numéro de carte bancaire. Et finalement, sur ces 1000 lignes, il n'y aura qu'une seule ligne de mes données d'entreprise. Il sera comme si cette information était perdue au milieu des deux. Non. Vous pouvez y penser comme ça. Bon, là, en fait, j'ai étudié le phénomène beaucoup plus d'un point de vue macroscopique, je vais dire. Là, on va essayer d'étudier le phénomène d'un point de vue microscopique maintenant. Donc, dans la nature, en fait, il y a la masse volumique au niveau macroscopique. Au niveau microscopique, en fait, de l'eau est formée de molécules d'eau. Et une molécule d'eau est formée d'atomes. Et l'atome, dans une molécule d'eau, il y a des atomes. Et notamment, une molécule d'eau est formée d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène qui sont reliés entre eux par des liaisons. On va se poser la question, mais comment ça se fait en fait qu'il y a ces liaisons? Pourquoi il faut qu'il y ait 2 atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène dans la nature? Parce qu'en fait, un atome, il est constitué d'un noyau. Dans le noyau, il y a les protons et les neutrons. Bon, ça, c'est pas pertinent. Ensuite, il y a des électrons, plusieurs couches électroniques. Et ensuite, sur la dernière couche électronique, en fait, qu'on appelle la couche de valence, il y a des électrons qui, eux, servent à établir les contacts avec d'autres atomes. Et on a observé que l'oxygène, lui, il a deux électrons qu'il peut utiliser pour établir le contact. Et l'hydrogène, il a un électron. Donc, c'est pour ça que s'il y a contact entre les deux, c'est forcément 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Comment on peut comprendre ça en physique? On va reprendre le même exemple. J'ai mes données d'entreprise, j'ai mes données externes. Et on peut considérer en fait que une base de données, par exemple, de ma donnée d'entreprise, c'est une molécule. Et que mes données Facebook que j'ai décidé de récupérer sur l'A400 aussi, toutes ces données, tout cet ensemble, ça forme une molécule. Et à l'intérieur de cette molécule, en fait, je peux considérer que si j'ai récupéré des données Facebook, il y a des notifications de posts, des notifications d'événements, ça peut aussi être des notifications de changement de profil. Toutes ces petites unités, parce que la plus petite unité qui existe dans les data Facebook, je vais les appeler des atomes. Parce que dans la nature, la plus petite unité qui existe, c'est bon. On peut aller plus loin, mais en tout cas, simplement, c'est l'atome. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça veut dire en fait qu'en se basant sur le fonctionnement de la nature, parce que c'est comme ça que ça se compose dans la nature, on peut se dire par exemple que si j'ai ma base de données que je considère comme une molécule à l'intérieur de laquelle les différentes tables sont des atomes, je peux me dire en fait que je peux savoir à l'avance sur une table quelles sont les données qui sont susceptibles de pouvoir créer un contact, une relation avec d'autres éléments, que ce soit en interne, mais ça on a fait les clés étrangères, normalement dans une base de données classique, mais aussi des contacts avec des données externes. Je reprends toujours mon exemple précédent. Si j'ai une table où il y a le nom, le prénom, le numéro de carte, voilà, numéro de carte bancaire, je peux estimer que dans cette table a 2 électrons de valence. Pourquoi? Parce que je peux estimer que les champs qui sont susceptibles d'apporter, pas d'apporter de la valeur, mais d'établir des contacts, de permettre de faire, d'enrichir cette donnée, en fait, c'est peut-être pas le nom et le prénom. De même, si j'ajoute maintenant un autre fil, par exemple l'adresse est susceptible d'être un élément qui me permet, en fait, de récupérer des données externes et d'enrichir ma donnée. Donc, je peux, pour chaque table, en fait, entre guillemets, réussir à savoir quel est son nombre d'électrons de valence. Idem pour Facebook ou pour Twitter, parce qu'un tweet, en fait, on connaît le nombre de champs définis qu'un tweet, et on peut déjà savoir que le nombre de retweets, seul le nombre de retweets ne peut pas vous permettre de faire une relation avec vos données internes. Ce qui va vous permettre de faire la relation avec vos données internes, c'est l'adresse, par exemple, où a été pris ce tweet, peut-être le nom de la personne, voilà, ce type d'information. Et donc, vous êtes capable de déterminer que, bon, sur Twitter, en fait, un tweet, voilà son nombre d'électrons de valence, voilà les éléments qui peuvent permettre d'établir des contacts avec d'autres données. Ce qui va vous permettre, en fait, de pouvoir, en fait, se dire, l'objectif de mon projet Big Data sera, en fait, de combler tous ces vides, en fait, de combler tous ces, de réussir à enrichir tous les éléments qui sont susceptibles d'être enrichis dans une table. Ça peut permettre de connaître, de limiter l'évolution, en fait, du projet. 50% des tables ont été comblées, 75% ont été comblées. Bien évidemment, pour faire ça, il faut avoir une bonne connaissance de ces données, des données externes, des données internes.
Bon. Là aussi, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, un atome se caractérise par la présence d'un noyau. Ensuite, il y a des électrons. Et sur la dernière couche, en fait, il y a des électrons qui sont des électrons de valence. Et en fait, l'une des problématiques aussi dans le big data, c'est que vous avez entendu parler du scandale Equifax. Equifax, oui. Le scandale Equifax, c'est une société d'assurance américaine en fait qui a vu ses données être volées, être piratées, en fait, par des pirates informatiques. Et je vais dire par chance pour eux, en fait, je crois que c'était juste un data lake, mais un enterprise data warehouse, c'est-à-dire un endroit où il n'y avait que des données d'entreprise. Mais imaginez maintenant qu'en plus des données d'entreprise, il y a des données que l'entreprise a récupérées sur Twitter, Facebook, concernant vous, leurs clients. Une fois que le pirate il aura accès à ce data lake, non seulement il aura accès à vos données, je dis d'entreprise, par exemple votre numéro de carte bancaire et tout ça, mais lui-même il pourra aussi facilement faire le job. Il se dit ah bon voilà le nom, je match avec le nom là et puis j'ai son compte Twitter, voilà. Donc du coup une entreprise à l'intérieur qui récupère des données pour mettre dans son data lake en fait, elle se doit de penser que si par exemple sur Twitter par exemple on peut récupérer les données, avoir toutes les infos, il ne faudrait pas que ces données brutes soient mises à la disposition de tout le monde, qu'elles soient stockées en fait dans le noyau, si vous voulez. Et que maintenant la donnée qui soit mise à disposition, même des data scientists, des data ingénieurs, soit des données en fait que je vais appeler intermédiaires, c'est-à-dire des données qui ont été où on a anonymisé un certain nombre de paramètres. On peut anonymiser le nom et laisser par exemple que l'adresse. Et comme ça, même si un attaquant entre, il n'aura pas vos données personnelles. Et après, une entreprise aussi qui fait dans le big data peut aussi se dire que bon, j'ai des challenges très compliqués. Mes équipes de data scientists essaient de les résoudre, mais bon, peut-être à l'extérieur, il y a des gens, peut-être pas plus compétents, mais qui peuvent avoir d'autres approches. D'où la raison, si vous êtes ceux qui font de la data science, il y a des sites comme Kaggle et tout ça. Et l'entreprise doit être capable, en fait, de réaliser dans son data lake aussi des données dans lesquelles elle a anonymisé un bon nombre de choses et de pouvoir offrir ces données, en fait, en open data pour pouvoir permettre, en fait, que d'autres personnes travaillent dessus et peut-être leur donnent d'autres approches. C'est ce que j'appelle ici les free data. Donc, qu'on peut mettre à disposition de tout le monde. Là, je vais parler de Dimitri Mendeleev et du tableau de classification périodique des éléments. C'est quoi le rapport de tout ce que j'ai dit avec le tableau de classification périodique des éléments? C'est qu'en 1869, Dimitri Mendeleev il a eu la bonne idée de se dire, ah tiens, il y a des atomes qu'on découvre tous les jours. Pourquoi pas faire, bon, c'est qui semble simple, mais pourquoi pas faire un tableau dans lequel on va répertorier tous les éléments existants? C'est là qu'est né le tableau de classification périodique. Et chaque fois qu'il y aura un nouvel atome, on va le mettre dans ce tableau de classification périodique. Mais la chose ne s'arrête pas là, en fait. La chose ne s'arrête pas là parce que, en réalité, ce n'est pas juste un outil qui permet de classer les atomes, de regrouper les atomes, mais c'est un outil qui permet aussi, en fait, de pouvoir prédire le comportement de futurs atomes. Je m'explique. Dans le tableau de classification périodique des éléments, chaque colonne que vous voyez, en fait, c'est des atomes qui ont des mêmes propriétés caractéristiques. Et donc ça peut être quelque chose de pertinent peut-être à utiliser dans le big data en se disant que les données que je crée, les données que je récupère, les données que je crée ou que je récupère, celles qui peuvent avoir des propriétés caractéristiques communes, doivent être mises dans le metadata central repository. On doit pouvoir savoir en fait qu'elles appartiennent au même groupe. Comme ça, si j'utilise une donnée et que je réalise des transformations intéressantes avec la donnée A, je sais qu'il y a une donnée du même type qui est la donnée B, avec laquelle je peux essayer de réaliser les mêmes opérations. Qu'est-ce qui se passe? Qui passe ça? Voilà. Oui, je reviens encore sur le fait que c'est un big data est ouvert. Donc là, on va parler des échanges d'énergie. En fait, en physique, on s'est rendu compte que l'énergie, en fait, est toujours la somme de deux paramètres. L'énergie est la somme de deux paramètres qui sont le travail de la force et la quantité de chaleur. C'est toujours ça, que soit l'exemple que vous allez prendre. Et le travail de la force ici, là, peut être vu comme, par exemple, quel exemple je peux prendre? Je suis là, cette table, en fait, disons là, quand je bouge pas là, je suis là. Vous allez dire qu'en fait, j'ai une énergie nulle. Et j'ai une énergie nulle, en fait, selon vous, parce que je ne fais pas d'action, je ne fais pas de mouvement. Oui. Une fois que
que je fais un mouvement, que je fais une action, vous considérez que j'ai de l'énergie. Et vous considérez que j'ai de l'énergie, en fait, parce que vous savez qu'en faisant ce coup, je suis peut-être capable d'aller donner le coup à la... Non, 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 mais c'est une explication, en fait, pour expliquer que c'est quoi l'énergie. Ce n'est pas la manifestation qu'on sait qu'il y a énergie, que l'énergie a été trouvée là. Et donc, on peut donc donner l'énergie encore sous forme de travail, c'est-à-dire je me déplace par mouvement, mais aussi sous forme de chaleur, parce que, par exemple, le PC qui est là, en fait, quand je branche mon PC, ce qui se passe, en fait, c'est que la batterie cesse juste à faire chauffer en fait, les équipements électroniques qui sont à l'intérieur. Une fois qu'ils chauffent, ils ont de l'énergie et les électrons commencent à bouger dans tous les sens. Et c'est pour ça que mon PC fonctionne. Donc, c'est une manière aussi de communiquer l'énergie à un élément. Genre, tout ça pour dire, en fait, que on parle souvent du fait que le big data, on a beaucoup de données, que ces données ont un fort potentiel, un haut potentiel, mais que ce potentiel, en fait, ne dépend pas juste de la donnée en elle-même, que je peux considérer ici comme la chaleur, mais ça dépend aussi en fait de l'expertise des personnes qui travaillent, des développeurs qui travaillent sur le data lake. Désolé. Donc bilan et perspective. Donc, je vais juste rapidement faire un bref rappel de tout ce que j'ai dit précédemment. Donc, pour améliorer un projet big data, les éléments de la physique qu'on peut utiliser, c'est le référentiel temporel et spatial, qui vont nous permettre de déterminer l'instant T0 de notre projet afin d'éviter d'avoir des données peut-être inutiles, qui peuvent être utiles, mais aussi éviter d'avoir des données inutiles. Un référentiel spatial qui va me permettre de suivre ma donnée au cours du temps. La masse volumique qui veut dire qu'il faut être capable d'avoir les propriétés caractéristiques de mes données internes et de mes données externes que j'ingère. Table de classification périodique des éléments qui dit qu'il faut être capable de regrouper nos données qui ont des propriétés caractéristiques communes, des tables, des bases de données qui ont des propriétés caractéristiques communes. Le modèle en couche de l'atome qui nous donne une façon de voir la gouvernance des données. Et en fait, l'énergie qui montre que l'énergie et que le potentiel que possède un data lake, ce n'est pas seulement, comme on voit souvent dans les articles, de dire il faut la meilleure donnée possible, la meilleure donnée, la mieux formatée, mais que ça dépend aussi des personnes, de nous qui travaillons dans le big data. Et là, j'ai oublié un élément assez important. Je ne sais pas, les gens n'ont certainement pas noté. C'est que là, en physique, si vous voyez, quand j'étudie un système, il y a les forces d'action de contact. Donc là, par exemple, l'ingénieur qui travaille sur la donnée, on peut considérer c'est une force d'action de contact, mais il y a aussi les forces d'action à distance. La force d'action à distance, l'une des plus répandues en physique, c'est le magnétisme. Parce que le magnétisme, je n'ai pas besoin de toucher l'autre aimant pour qu'il bouge. J'avance, je ne le touche pas, mais il bouge. Et les forces d'action à distance ici, ça peut être le management, ça peut être des entreprises qui sont compétitrices des nôtres. Mais sauf que là, je n'ai pas pris ces éléments en compte pour simplifier en fait ma présentation. Donc, pour terminer, donc, la science des données peut bénéficier de la physique dans le sens où en fait, la science des données, c'est des data, mais c'est aussi une science. Et du coup, l'une des sciences par excellence, c'est vrai qu'il y a aussi les mathématiques, mais l'une des sciences par excellence, c'est la physique. Et donc, du coup, la physique, les physiciens, ils ont plus de 2000 ans d'expérience, ils ont développé des méthodes et des outils qui les permettent d'expliquer facilement le fonctionnement d'un phénomène dans la nature et que c'est des choses en fait qu'on peut exploiter, nous aussi, dans l'informatique. Mais de manière plus large, il ne faut pas oublier que l'homme il est sur Terre en fait que depuis 100 000 ans. Et la Terre, en fait, elle s'est formée il y a 4 milliards d'années. Ça veut dire que la nature, en fait, a 3 milliards 900 millions. Je n'en vais pas faire le calcul, mais c'est pour dire en fait que la nature a 4 milliards d'années de recherche et de développement. Nous sommes le produit de 4 milliards. Bon, nous et d'autres choses sont le produit. Par exemple, les interactions des atomes, c'est le produit de 4 milliards d'années de recherche et de développement. Ça veut dire qu'il ne faut pas chercher à créer. On peut créer nous-mêmes, mais je crois que aussi l'une des façons dont l'être humain doit être capable de créer, c'est de créer en s'appuyant sur des choses naturelles. Par exemple, on peut le voir, le biomimétisme. L'avion, en fait, ressemble à un oiseau. Voilà, parce que quand on copie la nature, quand on fait les choses comme elles doivent être faites naturellement en général, ça fonctionne. Et quand on fait autrement, on se plante, mais après, on revient toujours au fonctionnement naturel. Parce que la plus grosse bibliothèque qu'on a à disposition, c'est la nature. Voilà. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que ce sera compliqué. OK.
Je voulais savoir si on pouvait pousser l'analogie avec la physique, avec l'étude des systèmes perturbés, tout ce qui va mener au chaos. Parce que là, grosso modo, la data science, c'est permettre de prédire en fait l'évolution d'un système. Et il y a des cas en fait où on ne peut pas, parce qu'on a un trop grand nombre de paramètres et on ne sait pas à partir d'un état initial se prédire ce qui va se passer. Est-ce que dans tes études, on peut pousser aussi l'analogie avec des systèmes d'études big data où on ne saura jamais prédire finalement un comportement ou un état du système? Oui, oui, certainement, parce que la science en fait n'explique pas, les scientifiques se gardent bien en fait de vouloir expliquer le pourquoi des choses, mais le comment. Donc ça veut dire qu'effectivement il y a des choses aussi que là par exemple je vous ai dit j'ai dit pourquoi est-ce que le verre d'eau reste sur la table sur le principe de l'action et la réaction, mais ce n'est pas ça c'est en fait le comment ça fait. Mais si on se demande pourquoi est-ce que le principe de l'action et de la réaction existe, pourquoi lorsque je vous parle de plus en plus fort vous réagissez en me regardant, le principe de l'action et de la réaction il est partout, mais pourquoi? Les scientifiques ne savent pas l'expliquer. Ils savent que c'est quelque chose qui existe, les électrons se promènent dans ce sens-là, mais on ne sait pas pourquoi. Donc effectivement, il y a aussi des choses que, voilà, comme tu as expliqué, les systèmes de chaos, des trucs qu'on n'arrive pas à expliquer. On pourrait expliquer comment, quand il y a ça et ça produit tel effet, mais pourquoi? Non. Je ne sais pas si ça répond à une partie de ta question. Voilà. Merci.